Je m'appelle Miles Lockwood, et le jour où mon père a été enterré était le jour où j'ai enterré plus qu'un homme. J'ai enterré un chapitre entier de ma vie que je pensais durer éternellement, le chapitre où j'étais le fils de quelqu'un, le chapitre où mes illusions de famille et de loyauté semblaient encore vouloir dire quelque chose. Mon père était mon oncle, mon mentor et le fondateur de Lockwood Stein, un empire logistique de 35 millions de dollars qui s'est élevé sur des chemins de terre, des nuits tardives et cette éthique de travail inébranlable du Midwest qui vivait dans ses os. Je me tenais près de son cercueil, mes mains engourdies à mes côtés, le péché des lys se mêlant à l'air sec et cassant du salon funéraire. Les hommes du conseil d'administration défilaient, chacun me serrant la main avec la même habitude. La sympathie, chacun calculant comment cette perte pourrait bénéficier ou nuire à sa propre position. J'ai lavé les yeux creux mais secs de ma mère, ses doigts picorants l'ourlet de sa manche en soie noire. Puis je me suis tourné vers Céleste, ma femme depuis 5 ans. Elle était parfaite, comme toujours. Ses lèvres peignaient la nuance exacte de rose qui correspondait aux arrangements floraux des funérailles. Ses cheveux tirés en arrière, si serrés qu'ils semblaient sur le point de se casser. Elle n'a pas pleuré, elle ne m'a pas regardé, elle a juste fixé le cercueil, comme s'il était un accessoire dans l'histoire de quelqu'un d'autre, et à côté d'elle sa mère, Francine, drapée de perles, et ce sourire suffisant et amer qui me serrait toujours l'estomac, la reine du mépris passif. Je jure qu'elle m'a regardé comme si je l'avais dérangée par mon deuil. L'éloge funèbre m'a semblé durer des heures. Le pasteur de mon père a parlé d'héritage, de vision et du fondement de la communauté, mais ma tête était un brouillard, mes pensées une chambre d'écho de regrets et de conversations inachevées. Je me suis souvenu des derniers mots que papa m'a dit, quelque chose à propos de m'assurer que je prenne soin de l'entreprise, que je ne laissais personne prendre ce qui était à nous. Il a travaillé trop dur, avait-il dit, pour le laisser être avalé par des requins. Je lui ai promis que je le surveillerais comme un faucon. Je ne savais pas alors que les plus gros requins étaient déjà dans ma maison. Après le service, nous sommes sortis dans ce désordre funéraire hébété, des poignées de main, des condoléances murmurées. Comme cela ne correspondait pas au mien, Céleste a passé son bras autour du mien comme si nous assistions à une garden party. « Tu as été formidable », murmura-t-elle d'un ton qui laissait entendre qu'elle me félicitait pour une performance. Je ne savais pas quoi dire. Elle parcourut le cimetière du regard, comme si elle évaluait son budget d'aménagement paysager. Francine était déjà au téléphone, probablement en train d'envoyer un SMS à sa prothésiste ongulaire. L'avocat de mon père, un homme plus âgé, Raymond Burke, m'attendait près de la voiture de Blacktown. Il était sombre mais direct. « Quand tu seras prête, je dois passer en revue le dossier de succession avec toi. C'est simple, mais ton père voulait que ce soit fait, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. Quand j'ai demandé « demain », il a dit. Puis il m'a lancé un regard qui signifiait que j'aurais préféré que ce ne soit pas si tôt. Mais c'est comme ça que les choses se passent. Ce soir-là, la maison ressemblait à un musée. Chaque ombre lui ressemblait, chaque odeur de souvenir. Je me suis assise à son bureau, mon bureau maintenant, et j'ai contemplé la pile de cartes de condoléances arrivées par la poste. Ma mère s'était retirée dans sa chambre avec une bouteille de chardonnay et la porte était verrouillée. Céleste volait entre les pièces en fredonnant, elle vérifiait son maquillage, appelait ses amis pour les tenir au courant du service. Elle ne m'a jamais demandé si j'allais bien, ne m'a jamais posé la main sur l'épaule pour me dire « Je suis là pour toi ». Je suppose que c'est là que les illusions ont vraiment commencé à s'effriter. C'est là que j'ai vu son sourire s'estomper, quand elle a cru que je ne regardais pas, quand j'ai vu l'étincelle d'opportunité dans ses yeux. Ce n'était pas du chagrin, mais de l'ambition. Le lendemain, j'ai rencontré Raymond. Je m'attendais à des détails, des biens, des papiers, peut-être quelques instructions concernant les donations ou les impôts. Mais lorsqu'il a glissé le dossier de succession sur la table, quelque chose dans son visage m'a averti qu'il ne s'agissait pas d'une réunion de succession ordinaire. Il a dit doucement, « Ton père t'a tout laissé, l'entreprise, les propriétés, les brevets. Après impôts, ça vaut un peu plus de 35 millions de dollars. » J'ai eu le souffle coupé. J'ai fixé le dossier, les mains tremblantes. Tout. Mon père m'avait tout confié. Un mélange de gratitude et de pression m'a submergé comme une vague. J'étais fier et terrifié. J'ai emporté le dossier chez moi comme si c'était la sainte demeure. Graal. Je l'ai posé sur la table du salon et me suis servi un whisky, la boisson préférée de mon père, pure, sans glaçons. Je pensais que Céleste serait heureuse pour moi, ou du moins pour nous. Mais quand elle est entrée, son regard ne s'est pas posé sur moi, il s'est posé sur le dossier.
Elle a traversé la pièce en 2 enjambées, l'a ramassée comme si c'était son droit de naissance et a commencé à feuilleter les pages. Alors elle a dit d'une voix légère, mais sèche, on devrait donner la moitié à maman. Non? J'ai cligné des yeux, excusez-moi. Son regard n'a pas vacillé. Elle m'a élevé seule, Miles, elle le mérite. Le verre m'a glissé des doigts et s'est brisé sur le sol. Je pensais l'avoir mal entendu, mais elle a continué à me regarder avec ce sourire calme et plein d'espoir que j'avais autrefois pris pour de l'amour. Elle le mérite, a-t-elle répété. Et à cet instant, l'illusion à laquelle je m'étais accroché sur la famille, le mariage, la loyauté, s'est brisée tout comme le verre de whisky à mes pieds. J'ai réalisé que la pire douleur n'était pas l'absence de mon père. C'était la présence de ceux qui avaient prétendu m'aimer mais qui attendaient le moment où je serais le plus faible pour frapper. Je m'appelle Miles Lockwood, et le jour où mon père a été enterré, mon illusion l'était aussi. Le vrai chagrin n'avait même pas commencé. J'étais assis en face de l'avocat de mon père dans la salle de conférence stérile, le genre qui sentait les vieux livres et l'encre, un endroit qui ne semblait pas assez grand pour contenir l'ampleur de ce qu'il allait dire. Raymond Burke, un homme que je connaissais depuis l'âge de 12 ans, avait toujours été constant, comme le métronome que mon père avait l'habitude de garder sur son bureau. Je m'attendais à un examen des détails mineurs, quelques signatures, un transfert de certains actifs, les habituels détails juridiques en suspens. Mais, lorsque Raymond s'est éclairci la gorge, ses yeux lourds de quelque chose qui ressemblait à la fois à de la sympathie et des excuses, mon estomac s'est noué en un nœud que je n'ai pas pu démêler. Il fit glisser l'épais dossier sur la table, ses doigts s'attardant un instant sur la couverture en cuir, comme s'il hésitait à le laisser filer, dit-il lentement, sa voix saisissant mon nom comme jamais auparavant. Ton père t'a tout laissé. Je clignai des yeux. Tout. Je répétai le mot, au goût étranger, lourd comme une pierre dans ma bouche. Raymond hocha la tête. Propriété, brevet, l'entreprise, après impôt, 35,2 millions. Le chiffre résonnait dans ma tête comme de la monnaie dans un sèche-linge. Tout ce que j'avais toujours su. Papa me faisait confiance. Mais ça, c'était un fardeau dont je n'avais même pas conscience qu'il m'attendait, une responsabilité qui me serrait la poitrine. Je me sentais fier, bien sûr que je l'avais fait. Fier qu'il ait cru en moi, fier de m'avoir choisi parmi les dizaines de requins qui avaient encerclé le conseil d'administration de l'entreprise pendant des années. Mais sous cette fierté se cachait une douleur sourde qui me disait que ce ne serait pas facile. Je repensais à toutes ces nuits blanches passées à ses côtés à apprendre le métier, les contrats, les chiffres qui faisaient de Lockwood et Stein ce qu'il était. Je repensais aux histoires qu'il m'avait racontées sur les années où il n'était que lui et un vieux camion Ford défoncé livrant des caisses à la main parce qu'il n'avait pas les moyens de payer des chauffeurs. Je repensais à la sueur et aux callosités sur ses mains et à sa phrase habituelle. Un jour, mon fils, tout cela sera à toi, mais seulement si tu le mérites. Et voilà, tout était à moi. La gravité de la situation me frappa de plein fouet. J'ai signé là où Raymond me l'avait demandé, mon badge tremblant légèrement tandis que je faisais défiler mon nom sur les lignes qui me lieraient à jamais à l'héritage de mon père. C'était un moment auquel j'avais pensé toute ma vie. Mais maintenant qu'il était là, cela ressemblait moins à une victoire qu'à un test. Je ne savais pas comment réussir. J'ai rassemblé le dossier, remercié Raymond et quitté le bureau avec le sentiment d'avoir chaussé des chaussures 3 pointures trop grandes. Quand je suis rentré à la maison, j'ai posé les documents sur la table comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. Le soleil avait plongé derrière les collines, laissant la maison dans une lueur silencieuse qui semblait trop sereine, trop trompeuse. Je me suis servi un verre, juste un, et je me suis assis sur le canapé à regarder le dossier comme s'il allait s'ouvrir tout seul et me dire quoi faire ensuite. La porte d'entrée s'est ouverte avec ce clic familier et Céleste est entrée sur ses talons, tapotant sur le parquet. Elle a regardé le dossier, ses yeux se fixant dessus comme un faucon. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» a-t-elle demandé d'une voix claire. Trop clair, lui ai-je dit lentement, prudemment, les mots coincés dans ma gorge. Mon père m'a tout laissé, 35 millions après impôts, l'entreprise, les propriétés, tout. J'ai regardé son visage changer comme une ombre passant sur le soleil. Son sourire s'est étendu, lent et délibéré, comme de l'huile sur l'eau. Elle a pris le dossier, a feuilleté les pages comme si elle les possédait déjà. Ses yeux brillaient d'une manière qui m'a donné l'impression d'être debout sur une trappe. Puis elle a dit, les mots qui allaient couper ma vie en deux. Alors on devrait en donner la moitié à maman. Pas vrai? J'ai cligné des yeux, excusez-moi. Elle n'a pas bronché. Elle m'a élevé seule, Miles. Elle le mérite.
J'ai essayé d'éclater d'un rire sec et sans humour qui m'est resté à la gorge. Elle le mérite. J'ai répété les mots, résonnant comme une accusation. Céleste n'a même pas levé les yeux. Oui, elle a tout sacrifié pour moi. C'est juste. Je l'ai fixé du regard, incapable de saisir cette audace, ce sentiment de droit. C'était l'œuvre de toute une vie de mon père, sa sueur, son sang, ses nuits blanches, et elle voulait en donner la moitié à une femme qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, qui n'était même jamais arrivée à l'heure à ses funérailles. Mon père aurait ri à cette suggestion s'il n'avait pas été étendu par terre. Non, ai-je dit. Enfin, le mot, tranchant, définitif. Les yeux de Céleste se plissèrent, une lueur dangereuse se cachant derrière sa façade soigneusement construite. Miles, c'est de la famille, dit-elle d'un ton froid, désormais calculateur. On lui donne la moitié, c'est normal. Je sentis ma mâchoire se serrer, la famille. Elle ne prit même pas la peine de lui rendre hommage. Elle quitta les funérailles avant la fin de l'éloge funèbre. Ce n'est pas de la famille, c'est une opportuniste. Céleste resta là, immobile, telle une statue taillée dans la glace. C'est comme ça qu'elle est, dit-elle. Les émotions la mettent mal à l'aise. Je secouai la tête, la colère montant dans ma poitrine comme une tempête. Non, Céleste, elle me met juste mal à l'aise. Le silence entre nous s'éternisa, épais et pesant, jusqu'à ce que j'aie l'impression que les murs eux-mêmes me serrent. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'Amy. Pour la première fois depuis 5 ans, je restais éveillé, les yeux fixés au plafond, les échos de la voix de mon père résonnant dans ma tête. « Protège ce qui t'appartient », avait-il dit. « Ne laisse personne te prendre ce que tu as construit. » J'ai alors compris que le vrai combat n'était pas contre le conseil d'administration, ni contre la concurrence, ni contre les parts de marché. Le vrai combat se déroulait chez moi, dans mon lit, sous mon toit, et je n'étais pas sûr d'être prêt. Mais je savais que je ne pouvais pas reculer, car si je le faisais, je perdrais non seulement l'argent, ni l'entreprise, mais ce que mon père avait passé sa vie à construire. Et je ne laisserais pas cela arriver, ni maintenant, ni jamais. Je n'aurais jamais imaginé qu'une table puisse ressembler à un champ de bataille. Mais ce soir-là, c'était le cas. La salle à manger avait toujours été un lieu de rire, d'histoires partagées, de verres qui trinquent et de la douce lueur des bougies. Mais assis en face de Céleste, son regard froid et inflexible, j'avais l'impression de fixer un ennemi dont j'ignorais l'existence. Elle piquait sa salade avec une précision mécanique, sa fourchette raclant le bord de l'assiette comme des ongles sur un tableau noir. Je me suis éclairci la gorge, essayant de calmer ma voix. « Céleste, commençai-je. Étais-tu sérieuse quand tu disais donner la moitié de l'héritage à ta mère ?» Elle ne leva même pas les yeux. « Bien sûr que si, » dit-elle. Son ton était calme, comme si nous parlions de la météo. « Elle est de la famille. » Famille, le mot avait un goût amer dans ma bouche. « Céleste, » dis-je en essayant de garder une voix. « Égal. Ce n'est pas un billet de loterie sur lequel on est tombé par hasard. C'est l'œuvre de toute une vie de mon père. Il a passé des décennies à bâtir Lockwood et Stein à partir de rien, des chemins de terre, de la sueur et des nuits. Je me souviens de son retour à la maison, les mains écorchées après avoir chargé lui-même des caisses. Il a bâti cet empire pour nous, notre famille. Elle posa enfin sa fourchette, croisant mon regard. Elle dit, le regard dur, « Famille, ma mère a tout sacrifié pour m'élever. Tu crois qu'on est arrivé là seule. Elle mérite aussi d'en profiter. » J'ai senti quelque chose se briser en moi. Ta mère n'a même pas pris la peine d'être à l'heure aux funérailles de mon père. Un coup de feu en retour. Elle est arrivée à mi-chemin de la cérémonie et partie avant même la fin de l'éloge funèbre. Elle n'a pas pleuré, elle n'a même pas fait semblant de s'en soucier. Céleste, la mâchoire serrée, c'est juste comme ça qu'elle est. Émotive. Ce genre de choses la met mal à l'aise. J'ai secoué la tête, mes doigts se resserrant autour de mon verre. Non, ai-je dit, elle me met juste mal à l'aise. Le visage de Céleste s'est assombri, ses lèvres se pressant en une fine ligne. Alors ce qu'elle a dit finalement, à voix basse, « Tu vas tout garder pour toi. Tu crois que c'est ce que ton père aurait voulu ?» Je me suis penché en arrière, la poitrine serrée. Je pense qu'il voulait que je protège son héritage, ai-je dit. Je pense qu'il voulait que j'honore le travail qu'il a fourni pour construire quelque chose à partir de rien, quelque chose d'honnête et de vrai, et je ne pense pas qu'il voudrait que j'en donne la moitié à quelqu'un qui y voit un ticket d'or. Elle a croisé les bras, les yeux comme des éclats de verre. « Tu es égoïste » a-t-elle craché. « Tu laisses l'argent te changer » ai-je ri. Puis, un son froid et dénué d'humour la fit tressaillir. « L'argent ne m'a pas changé » ai-je dit.
Il t'a révélé. Les mots flottèrent dans l'air comme de la fumée. Un instant, j'ai cru voir quelque chose dans ses yeux, une lueur de regret peut-être, ou de honte. Mais ensuite, tout disparut, remplacé par la même détermination froide. Eh bien, dit-elle sa voix, je comprends. Si c'est ce que tu ressens, on devrait peut-être faire chambre séparée ce soir. Je n'ai même pas hésité. On devrait peut-être, ai-je dit debout. Je suis sorti de la salle à manger, le bruit de mes pas sur le parquet étant plus fort que toutes nos disputes. J'étais allongé dans la chambre d'amis ce soir-là, les yeux rivés au plafond, les ombres me jouant des tours. J'ai pensé à mon père, à la façon dont il s'était toujours assis en bout de table, sa présence emplissant la pièce de quelque chose de solide, de sécurisant. Je repensais à la façon dont il me regardait quand j'avais 12 ans et lui avait dit que je voulais rejoindre l'entreprise un jour. Il avait souri et m'avait ébouriffé les cheveux. « Tu devras le mériter », avait-il dit sans détour. Je me demandais ce qu'il dirait maintenant, en voyant son fils en guerre avec sa propre femme au sujet de l'héritage qu'il avait laissé derrière lui. Je me demandais s'il serait fier que j'ai tenu bon ou s'il serait déçu d'en être arrivé là. La maison était trop silencieuse, le silence pesant et déprimant. J'entendais Céleste dans l'autre pièce. C'est pas, sa voix basse alors qu'elle parlait au téléphone, probablement à sa mère. Je les imaginais tous les deux complotant, planifiant comment se partager ce qui ne leur appartenait pas. Je ressentais de la colère, brûlante et vive, mais en dessous se cachait quelque chose de plus froid, un sentiment de trahison plus tranchant que n'importe quelle lame. C'était censé être la femme qui se tenait à mes côtés, la femme qui partageait mes rêves, mes fardeaux, mes triomphes. Mais maintenant, je la voyais pour ce qu'elle était, une opportuniste portant le masque d'une épouse. J'ai pensé à appeler Raymond, mais cela me semblait trop tôt, trop définitif. J'avais besoin d'être sûr, j'avais besoin d'être prête. Alors j'ai attendu, j'ai observé, j'ai écouté et j'ai planifié, parce que ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de loyauté, de respect, c'était une question de la promesse que j'avais faite à mon père de protéger ce qu'il avait construit, d'honorer la vie qu'il m'avait donnée, et je le ferai quoi qu'il m'en coûte. Les jours qui ont suivi, j'avais l'impression de vivre dans la maison de quelqu'un d'autre. Francine a commencé à apparaître à l'improviste. Sa présence était un rappel constant de la fracture qui séparait ma vie en deux. Tout a commencé petit, un coup à la porte au milieu de la matinée, Céleste saluant sa mère comme une reine, alors que j'avais encore les yeux embrumés par une nuit blanche. Je descendais et les trouvais blottis à la table de la cuisine, des tasses de café à la main, leur voix se transformant en chuchotement dès que j'entrais dans la pièce. « Oh, Miles !» disait Francine avec ce sourire mielleux. J'aidais juste Céleste à trouver des idées pour la maison. Son ton dégoulinait d'une fausse inquiétude, chaque mot poli jusqu'à un éclat qui me faisait dresser les cheveux sur la tête. Elle commença à apporter des brochures pour des condos en bord de mer, tous plus chers les uns que les autres, de bon goût, disait-elle en tapotant un ongle manucuré contre les pages glacées. Rien d'extravagant, bien sûr. Comme si l'héritage que mon père m'avait laissé était un puissant fond, je serrais les dents, forçant un hochement de tête poli, tout en me sentant comme enfermé dans ma propre maison. Un autre jour, je suis rentré d'une réunion tardive et j'ai trouvé Francine en train de mesurer notre salon. Elle avait un mètre ruban à la main, les lèvres pincées de concentration tandis qu'elle prenait des notes dans un petit agenda relié en cuir pour le canapé sur mesure. Elle a dit en me jetant à peine un coup d'œil. « Tu veux quelque chose qui parle de succès, mais pas trop tapac sans grave-l'œil. » La bile me monta à la gorge, mais avant que je puisse répondre, Céleste apparut à mes côtés, son bras enroulé autour du mien comme un nœud coulant. « Elle essaie juste d'aider, » murmura-t-elle, sa voix ruisselant d'affection exaspérée. « Ne sois pas dramatique. » Dramatique, ce mot résonnait dans ma tête comme une vis desserrée. Dramatique était la façon dont Francine arrivait chaque jour, comme si elle était la propriétaire des lieux. Dramatique était la façon dont les yeux de Céleste brillaient lorsque sa mère commençait à parler de rénovation, de nouvelles cuisines et de comptoirs en marbre. Dramatique était ce que je ressentais chaque fois que je voyais la loyauté de ma femme changer comme du sable dans le vent. Un matin, j'en ai eu assez. J'ai changé les serrures de mon bureau à domicile. Cette pièce avait toujours été mon sanctuaire, l'endroit où mon père m'avait appris à lire les bilans, où je m'étais assis à son bureau après l'école pendant qu'il m'expliquait le métier de la logistique comme si c'était une chose vivante et respirante. Francine n'avait pas le droit d'être là fouillée dans les dossiers de mon père comme un raton laveur. J'ai transféré une partie de l'héritage dans une fiducie protégée, quelque chose que l'avocat de papa, Raymond,
avait mis en place des années auparavant mais laissé en sommeil jusqu'à présent. Ce n'était plus seulement une question d'argent. Il s'agissait de tracer une ligne. Il s'agissait de leur montrer, de lui montrer, que je n'étais pas l'idiot pour qui il m'avait pris. Cet après-midi-là, j'ai appelé Raymond. Sa voix était calme, rassurante, comme toujours. « Raymond » ai-je dit en essayant de ne pas me briser la voix. « J'ai besoin de conseils. » Il n'a pas hésité. « Installe des caméras » a-t-il dit. « Documente tout, surtout si la famille de ta femme est impliquée. » Ces mots avaient un goût de cendre, amer et humiliant, espionner ma propre femme chez moi. Mais même en reculant, je savais qu'il avait raison. J'ai acheté de petites caméras discrètes et les ai placées dans le bureau, le couloir, le salon, partout où Francine pourrait se sentir enhardie à fouiner. Les premiers jours, j'ai vérifié les images et n'ai trouvé que des conversations banales et le bourdonnement d'une maison ordinaire. J'ai failli croire que j'avais réagi de manière excessive. Mais le troisième jour, les images ont confirmé tout ce que je craignais. Francine, vêtue d'un chemisier blanc et de perles, était dans mon bureau. Elle avait l'expression calme et déterminée d'une femme qui se croyait intouchable. Je l'ai regardée ouvrir des tiroirs, feuilleter des dossiers, ses yeux se posant sur la porte toutes les quelques secondes. Mon estomac s'est noué lorsqu'elle a attrapé le dossier contenant les documents de fiducie. Elle a passé ses doigts sur la couverture comme si c'était la sienne. Son audace, son culot, m'ont fait bouillir le sang. Ce soir-là, je l'ai confrontée. Elle était dans la cuisine en train de se servir un verre de vin de la vieille carafe de mon père, un morceau que j'avais gardé car il me rappelait les soirs où il me laissait boire une gorgée, me disant que c'était notre secret. La voir avec, c'était comme une violation. « Tu cherches un bloc-notes, c'est ça ?» ai-je demandé d'une voix basse mais ferme. Elle s'est retournée, les yeux écarquillés, l'innocence exercée se faisant déjà sentir. « Oh, Miles !» dit-elle en portant une main à sa poitrine. J'étais juste en train de sauver. J'ai craqué la colère qui me brûlait. Tu n'avais pas le droit d'être dans mon bureau, pas le droit de toucher aux affaires de mon père. Elle cligna des yeux, ses lèvres s'entr'ouvrant en un au parfait. J'étais seulement curieuse, dit-elle. Son ton, un mélange de condescendance et de légère inquiétude. Curieuse, répétai-je le mot, se coinçant dans ma gorge comme une écharde. Non, tu inspectais le coffre-fort. Elle tressaillit une seconde, puis elle redressa le masque et le remit en place. Je pense que tu exagères, dit-elle d'une voix glaciale. Maintenant, j'essayais seulement d'aider. Aider. Le mot me fit rire. Un son amer et brisé. Cette nuit-là, je l'ai dit à Céleste, j'ai tout exposé. Les images, les dossiers, la confiance, chaque violation. Elle était assise là, le visage impassible, les lèvres si serrées qu'elles étaient blanches. Et puis, avec un soupir qui sonnait comme si elle grondait un enfant, elle dit « Elle est juste curieuse, Miles curieux ». Le mot me resta gravé dans la tête comme une épine et à cet instant, je sus que ce n'était plus seulement à propos de Francine. C'était aussi à propos de Céleste, car elle ne restait pas là à attendre que sa mère nettoie les os. Elle tenait la laisse, guidait les mains qui essayaient de prendre tout ce que mon père avait gagné. Et j'ai décidé sur le champ que je riposterais avec tous les outils que mon père m'avait donnés, avec chaque once de force qui me restait. La voix de Raymond au téléphone était la dernière chose que je voulais entendre, mais la première chose dont j'avais besoin était d'installer des caméras, avait-il dit, et je l'avais fait à chaque étape, me sentant trahi mais sachant au fond de moi que c'était le seul moyen de me protéger de la pourriture qui s'insinuait dans ma propre maison. Quand je lui ai parlé des images, les mains de Francine dans les dossiers de mon père, le regard avide, il a soupiré comme un homme qui en a trop vu, documentant tout ce qu'il disait. Surtout si la famille de votre femme est impliquée, son ton était lourd de promesses. J'aurais dû l'entendre plus tôt. Je pensais pouvoir gérer Céleste, je pensais que nos 5 ans de mariage signifiaient quelque chose, mais au moment où les caméras se sont allumées et ont filmé sa mère fouillant mon bureau comme une charognarde, j'ai su qu'il n'y avait plus de place pour les illusions. Je me sentais sale, comme si j'espionnais ma propre vie. Les images étaient accablantes. Francine en perles, les lèvres pincées dans cette expression perpétuelle de jugement, ses mains ouvrant les tiroirs et fouillant dans les dossiers. Elle s'arrêtait à chaque étiquette, lisant, considérée. Elle a trouvé les documents de fiducie, les a ouverts comme si elle feuilletait un magazine et je jure qu'elle a souri. J'ai eu le ventre noué en voyant ses doigts planer sur la signature de mon père. Elle inspectait le coffre-fort, comme je le craignais. Et Céleste, elle, était toujours en retrait, toujours un pas en arrière, feignant l'ignorance. Son sourire était trop tendu. Ce soir-là, j'ai confronté Francine dans le salon. Elle était assise dans le fauteuil préféré de mon père,
comme si elle était la maîtresse des lieux, un verre de chardonnay à la main. « Que cherchez-vous dans mon bureau ?» ai-je demandé d'une voix ferme mais tremblante intérieurement. Elle n'a même pas cligné des yeux. « Oh, Miles !» a-t-elle grogné comme un vautour flatte sa proie. Je cherchais juste un bloc-notes. J'ai ri d'un rire sec et sans humour. Un bloc-notes. Mes yeux se sont plongés dans les siens, refusant de la laisser détourner le regard. Tu es restée là-dedans pendant 30 minutes, Francine. Que cherchais-tu vraiment? Elle m'a adressé ce sourire crispé d'entraînement. Tu dramatises, a-t-elle dit. J'étais seulement curieuse. Curieuse, ce mot encore une fois, comme de l'acide sur ma langue, le même mot qu'avait utilisé Céleste. Curieuse était une main dans le pot à biscuits. Curieuse était un poignard entre les côtes. Je me suis éloigné, mais la chaleur de son regard m'a suivi, le poids de son doigt pesant sur ma poitrine comme une pierre. J'ai trouvé Céleste dans la cuisine en train de remuer une casserole de sauce comme si de rien n'était. Ta mère était dans mon bureau, ai-je dit à voix basse, trop fatiguée pour l'élever. Elle n'a pas levé les yeux. Elle est juste curieuse. Elle a répété le même scénario. Le même mensonge répété. Mes mains tremblaient. Curieuse, ai-je répété. Elle parcourait les documents de fiducie de mon père. Elle n'avait aucun droit. Céleste a finalement tourné les yeux, froid et inexpressif. Des kilomètres. Elle est de la famille. A-t-elle prononcé les mots du verdict, famille? J'ai craché ma colère. Brisé le respect familial, les limites. La famille ne traite pas l'héritage de mon père comme un centre commercial. Elle ne prend pas ce qui ne lui appartient pas. Elle croisa les bras, sur la défensive, les lèvres pincées. Tu exagères, dit-elle. Ce n'est pas comme si elle te volait. Mon rire résonna comme un aboiement. Elle tâte le terrain, dis-je. Elle attend que je craque et que tu l'aides. Ses yeux clignèrent, mais elle ne le nia pas. Elle ne sia même pas. Peut-être qu'elle dit enfin, mais tu devrais peut-être te demander pourquoi tu as si peur de partager. Partager comme si c'était un repas partagé, comme si l'empire de mon père était un plat à gratin dans lequel on pouvait tous tremper sa cuillère. La rage me monta à la gorge, chaude et amère, mais je la ravalai. Je me détournai, traversai le couloir et fermai la porte de mon bureau. Cette fois, je la verrouillai, la clé froide et solide dans ma paume. J'appelai Raymond. Je dois tout enregistrer. Je lui racontai, chaque conversation, chaque menace, chaque mensonge. Il n'hésita pas. Je vais prendre un clé USB livrée demain, dit-il. Et Miles, ne leur dis rien de ce que tu fais. J'ai raccroché et fixé la porte verrouillée. Les caméras clignotaient sur moi, sentinelles silencieuses dans une guerre. Je n'avais pas choisi chaque mot, chaque regard, chaque soupir capturé, et je détestais ça. Je détestais que ma vie soit devenue ainsi. Mais je détestais encore plus que Céleste et sa mère l'aient rendu nécessaire. Ce soir-là, Céleste est venue à la porte du bureau. Elle a frappé doucement, un sourire dans la voix. « Miles, on peut parler ?» J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle avait cette même fausse douceur, celle qui m'avait autrefois rassuré. Maintenant, elle me donnait la chair de poule. Je réfléchissais, dit-elle, les yeux brillants. Peut-être devrions-nous faire un voyage, Miles, peut-être quelque part pour nous changer les idées. Je l'ai fixé du regard. La trahison du poids physique dans ma poitrine, un voyage? Ai-je demandé, la voix creuse après tout ce qui s'était passé. Elle a eu un petit rire, comme si je faisais l'idiot. Ça a été une période difficile, Miles. On a tous les deux besoin d'une pause. J'ai observé son regard. Ils n'ont pas vraiment croisé le mien. Je me suis demandé si elle savait que j'avais vu la vidéo. Je me suis demandé si elle s'en souciait. Non, ai-je dit. Finalement, je ne vais nulle part. Son sourire s'est estompé. Tu rends les choses plus difficiles que nécessaires, a-t-elle murmuré. Et c'est là que j'ai compris qu'il n'y avait aucun moyen de réparer ça, aucun moyen de sauver ce qui restait. Elle était trop loin. Le lendemain matin, j'ai ouvert la clé USB de Raymond. Je l'ai branchée sur mon ordinateur portable, j'ai copié chaque enregistrement, chaque fichier. J'ai fait une sauvegarde, puis une autre, et j'ai attendu, car tôt ou tard, il passerait à l'action et cette fois, je serai prête. Les jours suivants ont été comme une leçon de manipulation. Céleste s'est ramollie comme je ne l'avais pas vue depuis des mois. Elle a fait des lasagnes mes préférées, même si je ne le lui avais pas dit depuis notre première année de mariage. Elle a plié mon linge. Elle a laissé des post-it sur le miroir de la salle de bain sur lequel était écrit « Je suis désolé », avec un cœur dessiné à côté. Au début, j'y ai presque cru. Sa façon de se tenir, la façon dont sa voix s'est étouffée lorsqu'elle a demandé
On peut juste tourner la page. J'avais l'impression que la femme que j'avais épousée était revenue. Mais un matin, j'ai vu le couvercle fissuré de mon ordinateur portable, la petite fracture qui n'était pas là la veille. Mon estomac s'est noué. J'ai vérifié les tentatives de connexion, 2 tentatives infructueuses. La webcam s'était activée toute seule pendant la nuit. J'ai eu le souffle coupé. Je savais que les caméras fonctionnaient. J'ai regardé les images et je l'ai vu debout, dans la lueur de l'écran, les cheveux tirés en arrière, les doigts tremblants tandis qu'elle tapait et retapait le mot de passe que j'avais changé quelques jours auparavant. Le désespoir dans son regard, la façon dont elle se mordillait la lèvre inférieure, tout était là, en noir et blanc granuleux. Je me suis assis, regardant sa trahison se dérouler comme un accident de train au ralenti. Chaque coup de doigt sur le clavier était comme un coup de couteau. Quand je l'ai confrontée, elle n'a même pas bronché. Ça devait être un pépin, dit-elle, son sourire dégoulinant d'une innocence évanouie. Elle posa sa main sur mon épaule, comme pour me calmer. Tu as peut-être oublié de l'éteindre. Je sentis ma colère bouillonner, mais je me forçai à sourire. Bien sûr, dis-je, un pépin. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Je savais que la vérité se frayait un chemin sous les mensonges et qu'il était impossible de la faire revenir. J'ai aussi commencé à enregistrer l'audio, chaque conversation, chaque soupir, chaque demi-mensonge qui franchissait ses lèvres. Je ne pouvais plus rien croire. Les caméras étaient mes yeux. L'enregistreur était ma mémoire. J'ai envoyé les dossiers à Raymond par lot, chaque nouvelle preuve et chaque clou planté dans le cercueil de notre mariage. Il ne parlait pas beaucoup, mais la façon dont il s'éclaircissait la gorge à chaque ouverture de dossier me disait qu'il comprenait la gravité de la situation. Un soir, Céleste est entrée dans mon bureau avec une assiette de brownie. Elle n'avait jamais fait de pâtisserie de sa vie et l'odeur du chocolat lui donnait l'impression d'une mariée. Je pensais qu'on pourrait tout recommencer, dit-elle d'une voix mielleuse. J'ai pris l'assiette, je l'ai posée sur le bureau et je l'ai regardée. Tout recommencer, répétai-je, après tout ce qui s'était passé. Elle cligna des yeux, son sourire vacillant. Je sais que ça a été dur, mais je suis ta femme. Je t'aime. Je veux juste qu'on s'entende à nouveau bien. Ma poitrine se serra. Une partie de moi voulait la croire. Une autre partie de moi voulait revenir à l'époque où elle avait été ma partenaire, pas mon adversaire. Mais les images ne montaient pas. Les fichiers ne montaient pas. La façon dont elle essayait de réinitialiser les mots de passe, la façon dont elle essayait de s'infiltrer dans le fond fiduciaire, rien de tout cela n'était de l'amour. C'était du désespoir et de la cupidité. Je secouai lentement la tête. Je pense qu'il est trop tard pour ça, dis-je à voix basse. Elle tendit la main vers moi, mais je me retirai. Ses larmes tombèrent alors, grosses et silencieuses, coulant sur ses joues comme si elles avaient été répétées. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, » murmura-t-elle. Je voulais crier qu'elle l'avait fait, qu'elle avait enfoncé le couteau si profondément que je ne le retirerais jamais complètement. Mais je suis resté assis là à regarder sa performance, la caméra clignotait doucement sur l'étagère derrière moi. Après son départ, j'ai regardé les images. Chaque mot, chaque larme, chaque sourire désespéré était là. Je les ai enregistrés sur la clé USB et les ai enfermés dans le coffre-fort. Le lendemain matin, Raymond a appelé. J'ai préparé les papiers, a-t-il dit. Sa voix était calme, mais j'en percevais le poids. Tu es sûr d'être prêt pour ça? J'ai fixé les documents fiduciaires sur mon bureau, ceux qui portaient la signature de mon père, ce que Francine avait tant essayé de récupérer. Je suis prêt, ai-je dit. Il est temps de protéger ce qui m'appartient. Cet après-midi-là, j'étais assis au bureau, le soleil filtrait à travers les stores, attrapant la poussière dans sa lumière. J'ai pensé à mon père, aux nuits passées à revoir les plans logistiques, à la façon dont il m'avait appris à gérer une entreprise avec intégrité. J'ai repensé à la promesse que je lui avais faite avant de mourir, protéger l'entreprise, honorer sa l'héritage, et je savais que c'est ainsi que je tiendrais cette promesse. J'avais aimé Céleste autrefois, je l'avais suffisamment aimée pour croire aux mensonges, pour fermer les yeux sur les failles. Mais l'amour ne pouvait survivre dans une maison bâtie sur la trahison. Lorsqu'elle est entrée ce soir-là, les cheveux parfaitement bouclés, les lèvres peintes du même rouge qu'à l'enterrement, j'ai ressenti une vague de colère mêlée de chagrin. J'ai réservé, a-t-elle dit en brandissant son téléphone comme un trophée. Ce nouvel appart sur la 5e avenue, je pensais qu'on pourrait. Je me suis levé, la coupant. Je ne vais pas dîner, ai-je dit. Il faut qu'on parle. Son sourire s'est estompé, le téléphone s'est lentement abaissé, des kilomètres.
A-t-elle commencé? Mais j'ai secoué la tête. Plus de mensonges, ai-je dit. Je sais ce que tu faisais. Je sais pour les mots de passe, les fichiers, les caméras. Ne mens pas, Céleste, et l'enregistreur non plus. Ses yeux se sont écarquillés, son visage est pâle. Toi, tu m'as enregistré, a-t-elle murmuré, la voix tremblante. Tu ne m'as pas laissé le choix. J'ai dit, j'en ai assez qu'on me joue des tours. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit, juste un petit bruit sec. Je pris la clé USB sur le bureau et la gardai entre nous. Je donne ça à Raymond demain, dis-je, et ensuite je demanderai le divorce. Les larmes coulèrent alors, rapides et abondantes, mais elles ne me touchèrent pas. J'avais vu les images, j'avais entendu les mensonges et j'avais ressenti la trahison à des kilomètres. Sanglota-t-elle en me tendant la main. Mais je reculai. C'est fini, dis-je, ma voix murmurant la finalité, et pour la première fois depuis des mois, je me sentis libre. Je me réveillai le lendemain matin avec une oppression dans la poitrine qui ressemblait aux derniers vestiges d'un mauvais rêve. La maison était silencieuse, le genre de silence qui vous pèse jusqu'à ce que votre propre respiration soit trop forte. Je balançai mes jambes par-dessus le bord du lit et écoutai. Pas de pas léger dans le couloir, pas de tintement de tasse à café dans la cuisine, juste le poids de tout ce qui s'était passé, suspendu dans l'air coma. Quand je suis finalement descendu, je me suis figé net devant la vue qui m'attendait. Francine, dans sa robe de chambre en soie rose, une de ces marques de créateurs dont elle se vantait toujours, était assise à ma table de cuisine, les pieds nus sur la chaise, sirotant une gorgée de la vieille tasse à café de mon père. Cette tasse était sacrée. Il l'emportait partout, même aux réunions du conseil d'administration, prétendant qu'elle lui portait chance. Maintenant, ses lèvres tachées de rouge à lèvres se pressaient contre le bord comme une profanation. Elle a levé les yeux vers moi, calme et imperturbable. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit d'un ton si décontracté que j'en ai eu la chair de poule. « De quoi, Francine ?» ai-je demandé d'une voix basse mais assurée. Elle a pris une autre gorgée et a reposé la tasse, le cliquetis de la céramique résonnant dans la cuisine comme un coup de feu. « Tu n'as pas les idées claires. » Elle s'est adossée à la chaise comme si elle était la maîtresse des lieux. « Tu es en deuil et tu laisses cela obscurcir ton jugement. Je veux juste t'aider à prendre les bonnes décisions avant de brûler l'héritage de ton père, l'héritage de mon père. » Ces mots me frappèrent comme une claque. « L'héritage de mon père ne te regarde pas, » dis-je, la mâchoire serrée. Ses yeux se plissèrent, le masque agréable glissant juste assez pour révéler le prédateur caché. « Oh, mais c'est le cas, » dit-elle d'une voix douce comme du sirop sur du poison. « Céleste et moi, c'est aussi notre avenir. Tu es égoïste, Miles, de tout garder pour toi. Ce n'est pas ce que ton père aurait voulu. » Je sentis la rage monter dans ma poitrine, mais je gardai mon calme. J'avais appris ça de papa. Ne les laisse jamais te voir saigner. Sors d'ici, dis-je d'une voix froide et tranchante. Elle cligna des yeux, comme si elle n'arrivait pas à croire que je lui avais parlé ainsi. Excuse-moi, cracha-t-elle. Je fis un pas en avant, la colère brûlante. Je dis, sors d'ici maintenant. Elle se leva, sa robe ondulant autour de ses jambes comme la queue d'une vipère. Fais attention, Miles, siffla-t-elle. Les hommes comme toi, tu te casses aussi. Le fil pendu entre nous comme un nuage d'orage. Mais je n'ai pas bronché. Et c'est moi, dis-je d'une voix ferme. Elle me fusilla du regard un long moment, puis attrapa son sac à main sur la table et sortit en trombe, ses talons claquant sur le carrelage comme des coups de feu. Je verrouillai la porte derrière elle, le verrou se refermant avec une satisfaction définitive. Mes mains tremblaient, mais je ressentis un soulagement soudain. C'était comme si j'avais enfin expiré, après avoir retenu mon souffle pendant des mois. Je retournai à mon bureau et décrochai le téléphone. Raymond répondit à la deuxième sonnerie. Sa voix, une bouée de sauvetage dans le chaos. « Raymond, dis-je d'une voix tremblante mais forte. Il est temps, Violet. » Il ne posa pas de questions. Il dit juste qu'il comprenait et raccrocha. Je posai le téléphone et me laissai aller au fond de ma chaise, les yeux fixés sur le plafond, le vieux plâtre fissuré par endroits, vestige d'une maison qui avait connu trop de tempêtes. Je repensai à l'homme qui avait construit cette maison brique par brique, et à la façon dont il m'avait appris à me battre. Ce qui m'appartenait. Je repensais aux promesses que j'avais faites pour protéger son héritage, pour honorer son nom, et je savais que c'était exactement ce que je faisais. La maison semblait différente maintenant, comme si le poids s'était allégé, mais je savais que le combat n'était pas terminé. Céleste reviendrait.
Elle était arrivée armée de larmes, d'excuses et peut-être même de menaces, mais j'étais prête. J'avais les enregistrements, les documents, les preuves. J'avais la vérité et j'avais Raymond. Ce soir-là, je me suis assise au vieux bureau de mon père, le bois poli par des décennies de travail. Je passais mes doigts sur le grain, me remémorant les nuits où je m'étais endormi là à faire mes devoirs pendant qu'il révisait les contrats. Je repensais à sa façon de lever les yeux et de sourire en me voyant, comme si j'étais le meilleur moment de sa journée. J'ai pensé à sa déception s'il me voyait laisser Francine et Céleste dépouiller l'œuvre de sa vie, comme des vautours. Je ne laisserai pas cela arriver, ni maintenant, ni jamais. J'ai ouvert le coffre-fort et j'ai sorti la clé USB, son poids pesant sur elle. Ma main, un rappel de tout ce que j'avais perdu et de tout ce que j'avais gagné. Les enregistrements, les images, les documents de fiducie. Tout était là, preuve que je n'avais rien imaginé, que je n'étais pas folle, qu'ils avaient vraiment essayé de me prendre ce qui ne leur appartenait pas. Je l'ai glissé dans ma poche et j'ai fermé le coffre-fort, la serrure claquant comme la fin d'un chapitre. Je me suis levé et me suis dirigé vers la fenêtre, regardant le jardin que papa avait tondu chaque dimanche matin, sans faute. L'herbe était plus longue maintenant, sans herbe, mais cela ne me dérangeait pas. J'avais l'impression d'une petite rébellion contre le chaos. Je savais que je devrais reconstruire, réparer les clôtures que Francine et Céleste avaient démolies. Mais je savais aussi que je n'étais pas seul. La voix de papa résonnait encore dans ma tête, ses leçons gravées dans mes os. J'avais appris des meilleurs, et maintenant c'était à mon tour de reprendre le flambeau. Quand je me suis détourné de la fenêtre, la maison ne ressemblait plus à un champ de bataille. C'était comme le mien, rien que le mien, et cela suffisait à me faire sourire, malgré la douleur. J'ai choisi le Marlinès Café car c'était un terrain neutre, suffisamment public pour qu'elle ne puisse pas créer de scène, suffisamment familier pour que je puisse la regarder dans les yeux sans sentir les murs se refermer sur moi. J'avais réservé la table du coin, celle près de la fenêtre où le soleil entrait à flot vers 14 heures, peignant la table en bois rayé d'une lumière trop chaude pour ce que j'allais faire. Je suis arrivé tôt, j'ai commandé un café noir et j'ai lavé la porte. Mon pied a tapé sur le sol avec une urgence qui me semblait étrangère, comme si je n'arrivais pas à me libérer assez vite du poids de ce que j'allais faire. Céleste est arrivée avec 15 minutes de retard, ce qui était typique. Elle aimait toujours faire une entrée remarquée et ce jour-là ne faisait pas exception. Son rouge à lèvres était parfaitement appliqué, la même teinte qu'elle avait portée le soir des funérailles, et sa robe était ajustée comme si elle allait à une fête plutôt qu'à une réunion de divorce. Elle se tenait comme si de rien n'était, comme si elle était venue régler une petite dispute autour d'un brunch. Elle s'est glissée sur la chaise en face de moi, le regard froid et scrutateur. « Qu'est-ce que c'est que tout ça, Miles ?» a-t-elle demandé d'une voix légère mais méfiante, comme si elle savait que quelque chose allait arriver mais pensait pouvoir s'en sortir par la parole. Je n'ai pas dit un mot. J'ai fouillé dans mon sac et en ai sorti les papiers du divorce, épais et soigneusement empilés, chaque page criant la finalité. Je les ai placés entre nous, leur poids, une barrière solide. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé à nouveau, d'un ton plus sec. « Le divorce ?» ai-je dit d'une voix assurée, et une clé USB que votre avocat va adorer. Ses sourcils se sont levés, ses lèvres se sont entr'ouvertes dans un demi-rire. « Tu mets fin à notre mariage pour de l'argent ?» a-t-elle raillé en se renversant dans son fauteuil, comme si elle avait le dessus. « Non » ai-je dit en me penchant en avant, mes yeux rivés sur les siens. « Je mets fin à notre mariage parce que j'ai enterré un père et que vous avez essayé de m'enterrer sous les dettes de votre mère. Bonne chance pour expliquer ça au tribunal. » Sa bouche s'est ouverte, les couleurs s'évanouissant. Son visage s'estompa tandis que le poids de mes mots s'imposait. Elle essaya de se reprendre, se redressant, les mains serrées sur ses genoux. « Miles, ne dramatise pas, » dit-elle, le masque reprenant sa place. « C'est un malentendu. On peut régler ça. » Je secouai la tête, un rire sans humour s'échappant de mes lèvres. « Un malentendu. C'est ça que tu appelles entrer par effraction dans mon bureau? C'est ça que tu appelles réinitialiser mes mots de passe? Fouiller dans l'héritage de mon père comme dans un vide-grenier? C'est ça que tu appelles? » Je m'arrêtai, la voix tremblante. « Non, Céleste, ce n'est pas un malentendu, c'est une trahison. » Elle me fixa, le regard dur, les lèvres tremblantes. « Tu te crois si vertueuse, » cracha-t-elle. « Tu te crois meilleure que moi. » Je me suis adossé, mon café oublié. « Non, dis-je, je crois juste que j'en ai fini avec toi. » Ses poings se serrèrent, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Toi, je ne peux pas faire ça. » siffla-t-elle à voix basse, son regard parcourant le café,
comme si elle venait de réaliser que nous n'étions pas seuls. « Regarde-moi, dis-je. Je lui tendis la clé USB. Le petit rectangle argenté, symbole de tout ce que j'avais enregistré. Chaque mensonge, chaque trahison, chaque conversation chuchotée qui prouvait ce qu'elle avait tenté de faire. « Donne ça à ton avocat, dis-je. Montre-lui exactement ce que tu as manigancé. » Elle a pris sur la table, les mains tremblantes. « Tu crois que c'est fini ?» dit-elle d'une voix brisée. « Tu crois que tu peux juste partir et que tout ira bien ?» Je soutins son regard, inébranlable. « Non, dis-je. Je sais que ce n'est pas bien, mais je sais aussi que je suis libre. » Elle me regarda comme si elle ne me reconnaissait pas, comme si l'homme qui l'avait accompagnée jusqu'à l'hôtel avait disparu et avait été remplacé par quelqu'un qu'elle ne pouvait pas contrôler. « Tu vas le regretter, murmura-t-elle. Je secouai la tête. « Non, dis-je, d'une voix calme et posée, je regretterai d'avoir mis autant de temps. » Elle resta figée, le regard vitreux, les lèvres tremblantes, comme si elle avait envie de crier, mais n'y parvenait pas. Je me levai, tous les muscles de mon corps tendus, mais plus légers qu'ils ne l'avaient été depuis des mois. Je pris les papiers, les posai devant elle et désignai la ligne de signature. « Vous pouvez les signer maintenant, dis-je, ou je peux les classer demain et laisser les avocats s'en charger. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui se passe. » Elle fixait les papiers comme s'ils étaient une condamnation à mort. Son souffle était saccadé. Je me suis retourné et me suis dirigé vers la porte, le soleil frappant mon visage comme une bénédiction. Je n'ai pas regardé dehors. L'air était chaud, le bruit de la ville étouffé par le bourdonnement de sang dans mes oreilles. Je me suis dirigé vers ma voiture, les clés froides dans ma main, le siège en cuir familier sous moi. J'ai pris une grande inspiration et expiré le poids soulevé à chaque seconde qui passait. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et j'ai vu mon reflet, fatigué mais déterminé. J'ai démarré le moteur et je me suis éloigné du café, laissant derrière moi la femme qui avait essayé de me briser, la femme qui avait sous-estimé ce que j'avais appris de mon père. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de liberté, de respect de soi, de la promesse que je m'étais faite devant le cercueil de mon père. Je ne laisserai personne détruire ce qu'il avait construit ou ce qu'il m'avait donné. Alors que je rentrais chez moi, la route s'étendait devant moi, lumineuse et vide. Une promesse qui attendait d'être écrite. La semaine après avoir signifié les papiers du divorce à Céleste, j'ai eu l'impression qu'un ouragan avait balayé ma vie, laissant derrière lui un silence qui semblait également déplacé. J'étais encore trop impatiente. Je m'attendais à de la rage, des larmes, des coups de fil au cœur de la nuit. Au lieu de cela, elle s'est évanouie comme de la fumée dans le vent, ne laissant qu'une légère odeur de son parfum sur les draps. Mais Francine, elle, c'était une autre histoire. Si Céleste était un serpent, Francine était la reine cobra. Elle n'a même pas attendu que l'encre des papiers du divorce sèche avant de passer à l'action. Lundi matin, je suis entré dans le bureau de Lockwood et Stein, l'endroit que mon père avait construit de ses propres mains calleuses. Le mur sentait encore son eau de Cologne, ce mélange familier de bois de cèdre et de vieux livres. J'ai passé ma main sur le bureau qu'il m'avait laissé, usé par des années de ses doigts martelant le rythme de ses pensées et de sa stratégie. Je l'ai senti là, son esprit, sa volonté, sa détermination à ce que personne ne nous prenne jamais ce qu'il avait ce matin-là. Les documents de la fiducie m'attendaient sur mon bureau, ainsi qu'une lettre de Raymond. La fiducie, me rappela-t-il, était inviolable. Francine n'avait aucune personnalité juridique. Elle n'était pas inscrite comme bénéficiaire. Elle n'avait aucun droit sur la société, les propriétés ou les brevets. Même Céleste, malgré son nom sur le certificat de mariage, n'avait aucun droit direct sur Lockwood et Stein. Elle obtiendrait sa part des biens matrimoniaux, prévus par le tribunal, quelques bijoux, peut-être une voiture, mais la société était à moi. J'ai ressenti une fierté sereine m'envahir en parcourant les documents, chaque signature, témoignage de la prévoyance de mon père. Il savait qu'il y aurait des vautours. Il savait que le chagrin rendait les hommes vulnérables. Il savait que la confiance se gagnait, pas qu'elle s'exigeait. Et je l'avais mérité. Mais malgré cette fierté, un rire amer m'a traversé la gorge, car Francine n'avait pas renoncé à un détective privé. J'avais engagé un type absurde, Théo, avec un appareil photo qui ne ratait jamais une occasion, et qui avait découvert les dernières nouvelles. Un stratagème. Francine avait tenté de demander un prêt commercial en utilisant mon héritage comme garantie. Mon héritage, celui que mon père m'avait légué pour protéger cette entreprise de ce genre de prédateurs. Elle avait pris mon nom, celui de l'entreprise,
et avait élaboré un plan pour exploiter tout cela et se bâtir un empire qu'elle ne méritait pas. La banque avait gelé son compte dès que Théo leur avait envoyé les documents. Ils avaient signalé la demande de prêt comme frauduleuse. Mais je ne l'avais pas arrêtée. Je voulais voir jusqu'où elle irait, et elle est allée loin. Elle avait même risqué sa propre maison, preuve qu'elle était désespérée, qu'elle était prête à tout risquer pour une part de ce que mon père avait construit. Mais je ne suis pas intervenu. Je n'ai pas appelé, je n'ai pas fulminé, je l'ai juste regardé essayer de grimper à une échelle qu'elle n'avait pas le droit de poser. C'est ce qu'elle ne comprenait pas chez moi. Je n'avais pas besoin de la détruire, elle était déjà en train de se détruire elle-même. J'ai appelé Raymond cet après-midi-là. Il faut qu'on finalise le testament. J'ai dit, ma voix était ferme. Je veux que ce soit fait d'ici la fin de la semaine. Il acquiesça. Sa voix était calme, son ton, un soutien constant. Je comprends, Miles. Ton père serait fier de la façon dont tu as géré ça. J'ai ressenti une bouffée de chaleur à ces mots, un rappel que je n'étais pas seul dans ce combat. Le lendemain, j'étais assis dans la salle de conférence avec Raymond et le notaire, une pile de papier devant moi qui allait déterminer le sort de tout ce que mon père avait construit. Je lus attentivement chaque ligne, les mots se brouillant parfois, tandis que les souvenirs du rire de mon père, de ses mains rugueuses, de sa confiance inébranlable en moi refaisant surface et s'estompant. Je veux faire des changements, dis-je. Finalement, levant les yeux vers Raymond, il haussa un sourcil mais hocha la tête. Vas-y, je lègue une partie de mes actions à Taran. Je dis que c'est ma filleule. Papa disait toujours qu'elle avait la tête sur les épaules. Raymond sourit légèrement. Un choix judicieux. Et Clive? Je continuai. L'image de l'assistante de toujours de mon père était encore vive dans mon esprit. Il était dans l'entreprise avant même que je sache marcher. Il mérite de savoir qu'il fait partie de cet héritage. Le sourire de Raymond s'élargit. Ton père approuverait. Francine n'a rien, dis-je d'une voix froide et assurée. Elle a déjà essayé de voler ce qui ne lui appartenait pas. Je ne lui donne pas une autre chance. Raymond hocha la tête, son épingle grattant le papier. C'est fait. En signant les documents finaux, j'ai senti le poids se lever de mes épaules, comme un rocher dévalant une colline, ne laissant que terre et soleil dans son sillage. Le stylo était lourd dans ma main, mais chaque trait était une déclaration. Je protégerai ceci. J'honorerai le nom de mon père. Je veillerai à ce que les personnes qui méritent qu'on se souvienne d'elles soient celles qui le méritent. Une fois ce fut fait, je me suis adossé à ma chaise et j'ai respiré, sans m'en rendre compte. Merci, ai-je dit à Raymond. Il a secoué la tête. Non, Miles, merci. Les hommes comme ton père sont rares et c'est bon de voir qu'il a laissé son héritage entre des mains qui en comprennent la valeur. J'ai quitté le bureau cet après-midi-là et me suis exposé au soleil, sentant la chaleur sur mon visage comme une bénédiction. Pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. La bataille n'était pas terminée, pas complètement, mais j'avais tiré le meilleur parti. J'ai déclaré ma position et j'ai su que mon père aurait été fier. Ce soir-là, je me suis servi un verre de son scotch préféré et je me suis assis sur la véranda, les étoiles scintillant dans le ciel comme de petites promesses. J'ai repensé à la confiance qu'il avait placée en moi, aux leçons de loyauté et de courage qu'il m'avait enseignées. J'ai repensé à sa façon de dire. La valeur d'un homme réside dans sa façon de protéger ce qui compte. J'ai pris une gorgée de scotch. La brûlure, un rappel que la vie n'était pas censée être facile, mais qu'elle devait être vécue avec honneur. Je ne détestais pas pour l'inconscience. Je ne détestais même plus Céleste, plus maintenant. La haine était trop lourde, trop dévorante. Ce que je ressentais était quelque chose de plus calme, de plus stable, une résolution, une détermination. Je leur avais donné leur chance de faire partie de la famille que mon père avait bâtie, mais ils avaient choisi la cupidité plutôt que la loyauté et c'était leur fardeau à porter, pas le mien. J'ai tourné mon regard vers l'horizon, le ciel meurtri, violet et doré, et j'ai fait un silence. Promesse à mon père, je protégerai ce que tu as bâti. J'honorerai ton nom. Je veillerai à ce que personne, ni Francine, ni Céleste, ni aucun des vautours qui tournent dans la nuit, ne nous prennent jamais ce que nous avons gagné à force de sueur et de sacrifice. Et dans cette promesse, j'ai trouvé la paix. Le divorce a été prononcé un mois plus tard, à peine sèche que la réalité m'a frappé. J'ai regardé les derniers cartons de Céleste être chargés à l'arrière d'un camion de déménagement, chacun étiqueté avec son écriture soignée, comme si elle avait organisé la fin de notre mariage avec le même soin qu'elle avait autrefois mis à organiser des dîners. Elle ne s'est pas retournée en partant, et je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse.
Nous savions tous les deux que la dispute était terminée. À la seconde où j'ai laissé tomber cette clé USB sur la table du café de Marlin, elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas échapper à la vérité par la parole. Francine m'a envoyé un dernier SMS avant de me bloquer. Tu le regretteras quand tu seras vieille et seule. Je l'ai lu une fois et j'ai éclaté de rire, le son résonnant dans le vide. Maison. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Il n'y avait plus rien à dire. Lockwood et Stein étaient différents maintenant, comme s'ils avaient été nettoyés de toute la tension qui s'était accrochée à leur mur comme de la moisissure. J'ai traversé les bureaux ce matin-là, l'odeur du café frais et de l'encre se mêlant à la légère odeur de cire à parquet. J'imaginais encore papa ici, penché sur sa table à dessin dans un coin, les manches retroussées, la sueur perlant sur son front tandis qu'il esquissait les plans de la prochaine grande salle. Il n'avait jamais eu peur de se salir les mains, et j'avais toujours admiré cela chez lui. Je me suis retrouvé debout près de la fenêtre qui donnait sur les quais de chargement, les camions alignés comme des soldats prêts à partir. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas comme un imposteur. Je me sentais comme son fils. J'avais tenu ma promesse. J'avais protégé ce qu'il avait construit et je m'étais assuré que personne ne le méritant ne poserait plus la main dessus. J'avais modernisé la chaise derrière son ancien bureau. Il avait toujours dit que le confort était la ennemie du progrès. Je n'arrivais pas à me résoudre à changer la tasse posée dans un coin, celle qu'il utilisait tous les matins sans faute. J'ai tracé du doigt le contour ébréché. Son souvenir était si net qu'il me semblait qu'il allait franchir la porte à tout moment. Cette tasse me rappelait que ce n'était pas seulement une affaire, c'était un héritage et que c'était à moi de le protéger. J'ai laissé une photo intacte au mur, papa et moi le jour de ma remise de diplôme, ses bras autour de mes épaules, la fierté dans ses yeux. Je suis resté là un long moment à fixer cette photo, la laissant combler l'espace entre nous que la mort avait tenté de voler. Je n'avais plus d'esprit vengeur. Je n'avais plus besoin de vengeance. Ce que je ressentais était pur, comme si je m'étais débarrassé de la dernière couche de quelque chose que je portais depuis trop longtemps. C'était une sorte de justice discrète, celle qui ne vient pas de punir les gens, mais de les éliminer complètement. J'avais commencé à comprendre que parfois, la meilleure façon de riposter était de les laisser partir. De les laisser montrer le monde entier a changé d'avis. Tandis que je me concentrais sur l'essentiel, je pensais à ce que j'avais réécrit, aux actions que j'avais laissées à Taran et Clive, au sourire de Raymond quand je lui avais dit que je voulais que ceux qui m'avaient soutenu sachent combien ils comptaient. Je pensais à la demande de prêt de Francine, bloquée avant même d'avoir pu se concrétiser, et à la façon dont elle avait essayé d'utiliser l'héritage de mon père comme un tremplin. Et je pensais à Céleste, les yeux écarquillés d'incrédulité quand je lui ai annoncé que c'était fini. Tout cela me semblait une autre vie maintenant. Un chapitre se refermait, les pages scellées, les semaines passaient et le bureau bourdonnait du rythme régulier des camions entrant et sortant, des chauffeurs discutant autour d'un café, des managers discutant de nouveaux itinéraires et de nouveaux contrats. L'entreprise était saine, florissante même, et pour la première fois depuis la mort de mon père, j'avais l'impression de ne pas seulement maintenir les choses à flot, mais d'avancer. Un jeudi matin, j'ai convoqué une réunion du personnel. Tout le monde est entré dans la salle de conférence, l'odeur du café et des beignets. L'air était empli. Clive prit sa place habituelle au bout de la table, les mains jointes, le visage calme mais confiant. Taran s'assit à côté de lui, un bloc-notes à portée de main, les yeux brillants, avec cette même détermination que papa avait toujours aimée. Je me tenais en bout de table, le bourdonnement des plafonniers, une douce bande sonore pour les mots que je répétais dans ma tête depuis des jours. Je sais que ces derniers mois ont été difficiles. J'ai commencé, la voix posée, chaque mot, une pierre posée sur un chemin que j'espère qu'ils suivront. Il y a eu beaucoup de changements et je sais que c'est déstabilisant, mais je veux que vous sachiez tous que cette entreprise est plus forte que jamais. Mon père a bâti cet endroit sur la confiance, le travail acharné et la loyauté, et cela n'a pas changé. Clive hocha la tête, ses lèvres pincées en un mince trait d'approbation. Nous avons traversé des tempêtes. J'ai continué, et je suis fier de la façon dont chacun d'entre vous a progressé. Vous êtes la raison pour laquelle nous sommes toujours là, toujours prospères, et je veux que vous sachiez que la loyauté est essentielle. Façon. J'ai fouillé dans ma poche et en ai sorti une petite pile d'enveloppes, chacune étiquetée avec un nom. J'avais travaillé avec Raymond pour organiser des primes, des petits signes de gratitude, mais aussi des gestes de loyauté, preuve que les gens qui m'ont soutenu dans les moments les plus difficiles n'étaient pas seulement des employés, ils étaient de la famille. Je les ai distribués une par une,
en regardant chaque personne dans les yeux comme je le faisais. Merci, ai-je répété ces mots encore et encore, sincères, lourds de sens. Quand j'ai atteint Clive, je me suis arrêté. Il a levé les yeux vers moi, les yeux embués, ses mains tremblant légèrement en prenant l'enveloppe. « Ton père serait fier » a-t-il murmuré. J'ai hoché la tête, ma propre gorge serrée. J'espère que j'ai réussi. Après la réunion, l'équipe est retournée à leur bureau, l'ambiance plus légère, la tension qui avait assombri le bureau pendant trop longtemps enfin dissipée. Je suis resté derrière, debout à la fenêtre, à regarder les camions entrer et sortir. Le soleil frappait le crâne de leur caravane, les transformant en traînées de lumière qui me rappelaient tous les kilomètres que mon père avait parcourus, tous les sacrifices qu'il avait faits pour bâtir cet empire. Et j'ai su alors que l'héritage ne résidait pas seulement dans la paperasse, les fonds fiduciaires ou les contrats. Il résidait dans les gens, dans la façon dont nous nous présentions les uns aux autres, dans la façon dont nous refusions de laisser les vautours gagner. Cette nuit-là, j'ai arpenté l'entrepôt, le bourdonnement des machines était un réconfort familier. J'ai vérifié les serrures, les journaux d'expédition, les caméras de sécurité, des habitudes devenues une seconde nature. Je me suis arrêté dans la salle de pause, l'odeur du café et de la graisse se mélangeant dans l'air, et j'ai pensé aux hommes et aux femmes qui avaient fait fonctionner cet endroit à travers chaque tempête. Je leur devais plus qu'un chèque de paie. Je leur devais la même loyauté que mon père m'avait donnée. Je suis retourné au bureau et me suis assis au bureau de papa, le fauteuil en cuir grinçant sous moi. J'ai sorti le vieux journal. Il avait gardé celui avec les pages jaunies et l'encre fanée. Je l'ai feuilleté, lisant ses notes sur l'optimisation des itinéraires, sur la sécurité des conducteurs, sur la façon de négocier avec des clients difficiles. Son écriture était aussi familière que la mienne, chaque trait un rappel de l'homme qui m'a appris tout ce que je savais sur la construction de quelque chose qui a duré jusqu'à la dernière page. Écrit dans sa main forte et stable étaient les mots que j'avais mémorisés quand j'étais enfant. Protège ce que tu construis. Soutiens les gens qui te soutiennent et n'oublie jamais qui tu es. J'ai fermé le journal et me suis penché en arrière, le poids de ces mots s'installant sur moi comme un bouclier. J'avais fait ça. J'ai protégé ce qu'il a construit. J'ai soutenu les gens qui comptaient et j'ai éliminé ceux qui ont essayé de le démolir. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, le ciel encore sombre, et j'ai préparé une cafetière dans sa vieille cafetière. Je l'ai versée dans sa tasse ébréchée et je me suis assis sur le porche en regardant le soleil se lever sur les collines, la lumière peignant le monde en or et en rose. J'ai pensé à l'année passée, les funérailles, les trahisons, les disputes, les larmes. J'ai pensé à l'homme que j'étais devenu à travers tout cela, plus dur peut-être, mais plus forte aussi. Et je me suis senti en paix. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais une chose avec certitude. Quoi qu'il m'arrive, je l'affronterai avec la force de mon père et ma propre détermination inébranlable. Parce que parfois, la justice la plus profonde ne vient pas de punir les gens qui vous ont blessés. Elle vient de les éliminer complètement, de retirer leurs ombres de votre lumière. Et alors que j'étais assis là, le soleil réchauffant mon visage, j'ai réalisé que le combat n'était plus une question de gagner ou de perdre. Il s'agissait de vivre, d'avancer dans la vie que j'avais gagnée, sans fardeau, sans être brisé et complètement libre.